On va commencer la réunion. Si monsieur le maire arrive un peu plus tard, il pourra de toute façon intervenir quand il le souhaitera. Donc je suis Marie-Pierre Bory, c'est moi qui vais animer cette réunion ce soir. Donc une réunion qui est dédiée à la problématique, à la thématique de l'économie et plutôt donc les impacts socio-économiques, les effets socio-économiques des projets de parcs éoliens en mer. Donc un thème particulier, mais nous aurons une réunion en plusieurs temps. Donc une partie générale où Damien Levallois de l'Adréal va nous présenter de nouveau le projet pour ceux qui en particulier n'avaient assisté à aucune des réunions. Et puis Étienne Pourchet donc de l'Observatoire des énergies de la mer va nous présenter les résultats des études portant donc sur les enjeux socio-économiques des énergies marines au niveau national et en Normandie. Là, on aura une première session de questions, des gens qui veulent donner leur avis. Voilà, on va s'interrompre à ce moment-là. Et puis une deuxième partie qui sera plus précise et plus zoomée en fait sur deux thématiques. Donc avec Delphine Lefrançois qui montera tout à l'heure, qui ira s'asseoir là-bas, délégué général de Normandie-Maritime, et puis Monsieur Ackebar qui représente la société Sinbé, et c'est comme ça qu'on dit, voilà, qui nous présentera de manière très très concrète en fait la façon dont dont son entreprise a contribué à ces activités donc des éoliennes en mer avec des entreprises très très ciblées aussi. Donc des choses plus précises dans la deuxième partie de la réunion. Et nous aurons une deuxième session de questions-réponses à ce moment-là. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, déjà, c'est de passer la parole à l'un des deux garants présents. Je sais que M. Pavard est aussi en ligne, mais M. Trarieux, peut-être, vous voulez présenter rapidement le rôle des garants dans cette concertation. Voilà, donc on est dans une concertation préalable qui est pilotée par la maîtrise d'ouvrage et qui est suivie par trois garants, donc Dominique Pacori à côté de moi, Laurent Pavard qui est en ligne et donc moi-même. La concertation, les objectifs de la concertation, c'est quoi? C'est associer le public à la décision, donc que vous puissiez participer, donner votre opinion. Ah oui, c'est bien affiché, voilà. Et pour ça, donc pour que vous puissiez participer, on vous délivre une information qui est complète et objective. Vous avez aussi les moyens de vous exprimer au travers donc de réunions publiques qui soient sur le projet, qui soient thématiques, en ligne, sur les cartes T, en déposant des avis, des cahiers d'acteurs pour les associations. Et de tout ce qu'on entend, donc nous, côté garant, donc on a comme objectif de faire un rapport à la fin, un bilan, et dans lequel on mettra tout ce qu'on a entendu. Voilà. Et donc les trois principes de la concertation, c'est que transparence, donc toutes les contributions, toutes les présentations qui sont faites sont en ligne, donc vous pouvez soit les revoir ou les relire. Deuxième point, l'équivalence de la parole, donc que vous soyez élu, membre, président, membre d'une association ou simple citoyen, vous avez votre parole a le même poids, et donc chaque avis compte. Et pour que chaque avis compte, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'argumentation. En fait, voilà, vous avez le droit d'avoir des opinions, mais il faut argumenter, expliciter pourquoi cette position. Voilà. En lien avec ce qu'a dit M. Trarieux, un point important d'organisation de la réunion, c'est qu'il y aura le compte-rendu intégral de la réunion qui sera mis en ligne sur le site de la concertation. Il y en a déjà un certain nombre. Et pour que ça puisse marcher, il faut absolument parler dans un micro. Donc tous les échanges qui auront lieu en dehors du micro ne pourront pas être retranscrits dans le compte-rendu. Donc même si la salle est assez petite, il faut vraiment attendre que les micros vous soient passés avant de vous exprimer. Donc, entre les deux parties, maintenant, donc, je vais passer la parole à Damien Levallois qui va nous représenter le projet de manière générale et peut-être faire un focus sur le calendrier et peut-être le dialogue concurrentiel aussi, en quoi ça consiste et quel est le calendrier. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, donc je vais vous représenter rapidement le projet, même si je crois que c'est la 8e réunion que l'on fait dans cette concertation. Ce projet s'inscrit dans une politique globale que mène l'État, mais que mènent tous les pays, de neutralité carbone
L'objectif en France, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour ce faire, on s'appuie sur une stratégie nationale bas carbone qui a conduit à émettre plusieurs textes législatifs qui ont pour objectif d'abord, premier, bien sûr, de réduire les gaz à effet de serre, donc réduire de 40% de gaz à effet de serre, donc de ce qu'ils étaient en 1990 et ce qu'ils seront en 2030 et atteindre la neutralité en 2050. Pour cela, développer les énergies bas carbone avec 40% d'objectifs, 40% de la production d'électricité bas carbone, 38% pour la consommation finale de chaleur. Et donc, mécaniquement, puisqu'on ajoute des nouvelles énergies bas carbone, réduire la part de nucléaire à 50%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans notre mixte, tout ça, tous ces chiffres, tous ces pourcentages? Aujourd'hui, en France, nous n'avons pas une énergie décarbonée en tant que telle. L'énergie, 60% de nos énergies, ce sont des énergies carbonées. Il n'y a que l'électricité qui, en France, est décarbonée. Donc, pour l'horizon 2050, l'objectif, c'est de supprimer, sur ce que vous voyez sur ce camembert, tout ce qui est rouge. Donc, supprimer toutes ces énergies carbonées, c'est à la fois deux nécessités, de gagner en sobriété, donc enlever à peu près 40% de notre consommation d'énergie actuelle, et le reste, c'est de les passer en électricité décarbonée, donc électrifier tous les usages. Alors, vous avez plusieurs réglementations qui viennent appuyer cette dynamique. Par exemple, électrifier le transport, faire sortir le gaz et le fuel des chauffages des maisons, repasser en électrique. La sobriété, isoler les bâtiments, tout ça, ce sont des politiques qui conduisent finalement à effacer tous les 60% d'énergie fossile que vous voyez en rouge sur ce diagramme. Alors, une fois qu'on a déterminé nos objectifs, il faut savoir comment y aller. Comment y aller? Donc, l'État a demandé à RTE, Réseau de transport d'électricité, de construire des scénarios à l'horizon 2050, des scénarios énergétiques à l'horizon 2050. Donc, après 2 ans de travaux avec l'ensemble des filières énergétiques, avec les associations, RTE a produit ces scénarios et vient justement de les actualiser, je crois, le 16 février dernier. Sur ces 6 scénarios, il y a un scénario M0, c'est 100% d'énergie renouvelable. Il y a un scénario N03 où on relance du nucléaire et on essaye de conserver nos centrales historiques jusqu'à ce que ce soit possible, quoi. Alors, si on s'intéresse au scénario au maximum de nucléaire, c'est pour l'éolien en mer qui nous intéresse ce soir, c'est réussir à produire, à mettre en place 22 gigawatts d'équipements en mer, de capacité de production en mer. Et ce soir, cette concertation, ce nouveau projet éolien, on est en train de parler du 8e gigawatt. Donc le chemin à faire pour aller jusqu'aux 22 gigawatts, il est assez énorme. À terre, c'est mettre 43 gigawatts d'éolien terrestre. Et aujourd'hui, on n'en a que 18. Et le photovoltaïque, c'est 70 gigawatts. Et aujourd'hui, on n'en a que 12. Alors j'ai oublié de parler des réacteurs nucléaires, des EPR. À l'horizon 2050, ce N03, c'est 14 EPR. Aujourd'hui, il y en a 6 d'annoncés, il y en aura peut-être 8 autres. Mais vous voyez le chemin qu'il y a à parcourir pour aller jusque-là. Alors après, on ne sera jamais sur un des scénarios. On sera quelque part un peu dans le N, puisqu'on a toujours du nucléaire. Mais on sera sur du N1, N2, N03. Pour l'instant, ça semble pas encore... certainement, plus facilement, on sera plutôt sur du N02. Oui, alors on a mis le parc tel qu'il est actuellement, c'est ce que je vous ai un peu exprimé sur nos capacités actuelles. Alors dernièrement, donc le président de la République a fait des annonces à Belfort, donc 14 EPR, donc l'objectif N3, N03, le maximum d'EPR. Prolongement de la vie des réacteurs, alors c'est ce que je vous ai dit, c'était déjà ce qui était décrit dans les scénarios, mais 40 gigawatts d'éolien en mer, et pas 22. C'est-à-dire qu'on anticipe déjà potentiellement
des reports de filières de l'une vers l'autre. 100 gigawatts de photovoltaïque, on n'était qu'à 70 sur le maximum de nucléaire. Encore une fois, une anticipation potentielle d'un report d'une filière à l'autre. Un tout petit peu moins d'éolien terrestre, 37 au lieu de 43, mais ça ne compense pas ce qui est mis en plus sur les autres filières. Donc on voit bien qu'on est plutôt dans du scénario N2, celui du milieu, mais en renforçant avec le maximum de nucléaire à N3. Ça veut dire bien qu'on a, à l'horizon 2050, on a des variables qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui pour conserver notre maximum d'énergie. Notre maximum d'énergie qui n'est que la moitié de l'énergie dont on dispose aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que ces scénarios, c'est pour à la fin n'avoir que la moitié de l'énergie dont on dispose aujourd'hui. Les efforts, c'est maximum sobriété. C'est isolation des bâtiments, réduction des transports, en tout cas optimisation. C'est à l'horizon, c'est la sobriété. C'est avant tout cette dynamique. Alors qu'est-ce que ça fait en puissance installée? Notre mix actuel en puissance installée, hein, c'est pas en production, c'est en puissance installée. Vous l'avez, le mix actuel énergétique, il est tout à gauche. Vous avez les annonces de Belfort et puis les autres scénarios de RTE qui sont représentés ici pour vous donner un ordre de grandeur. Alors ce projet Centre-Manche, il est issu du débat public 2019-2020. Lors de ce débat public, on n'avait aucune zone et l'idée était avec la nouvelle réglementation, de faire participer au public à la définition même du projet. Et donc, il y a eu la commission particulière au débat public a fait tout un cycle de réunions, hein, comme ce soir, mais aussi a mis en place des ateliers sous 3 formes. Je me souviens, il y avait à la fois les ateliers physiques en salle, les ateliers en ligne, et puis les possibilités de faire une contribution soit en ligne, soit par écrit. Et ça finit par donner une carte participative. Et vous voyez ces 2 gros cercles autour des points bleus, avec 2 grandes zones qui se dégageaient. Une plutôt au large du Cotentin et une plutôt au large de la Seine-Maritime. Au vu de l'analyse de ce qu'on a, nous, analysé au titre de l'ensemble des enjeux, on a estimé aujourd'hui qu'on n'était vraiment pas mûr pour aller au large de la Seine-Maritime, et principalement sur 2 raisons. Un petit manque de connaissances sur les aspects environnementaux, notamment tout ce qui est avifaune, et un fort travail à mener sur le trafic maritime, sortie et rentrée du port du Havre pour les navires qui soit partent vers la mer du Nord en quittant le Havre, soit arrivent de la mer du Nord pour venir sur le Havre. Et là, on doit mener des travaux importants sur ce sujet. Donc on est venu sur la zone Centre-Manche en révisant une de nos contraintes principales, c'était la révision de la chenale d'accès du port d'Antifer, qui était doublée d'une contrainte militaire. Et on a pu dégager cette zone qui est assez homogène de 500 km² au large du Cotentin. Mais malgré tout, on n'était pas non plus certain qu'on puisse l'utiliser entièrement. Et au bout d'une année d'études complémentaires, on a pu identifier qu'on pouvait placer le premier projet objet du débat en bleu, 1 gigawatt, et venir re-questionner le public sur ce deuxième projet jusqu'à environ 1,5 gigawatt, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas exactement, dans la partie jaune. Et c'est l'objet de notre réunion ce soir, c'est à la fois de discuter de ce projet au travers des filières de l'économie maritime. Pour vous donner un ordre d'idée des distances, cette zone Centre-Manche, elle porte bien son nom. Sur le deuxième projet, c'est vrai que sur le premier projet, il est un tout petit peu plus proche du Cotentin. En tout cas, sur le deuxième projet, on est à équidistance de l'ensemble des départements littoraux normands. Alors ce nouveau parc d'une puissance qui pourrait aller jusqu'à environ 1,5 gigawatts, c'est la production pour une consommation annuelle d'1 million de foyers. C'est une surface qui pourrait être entre 220 et 250 km². Une mise en service à l'horizon 2031, et c'est un projet qui, raccordement compris, serait estimé à 4 à 5 milliards. Aujourd'hui, on est bien en amont du projet, il n'est pas défini, donc on ne peut pas vous dire exactement quel type de machines seront sur place, comment elles seront implantées. Mais on peut estimer qu'au vu des technologies existantes, ça pourrait être de 75 à 125 éoliennes et de 250 mètres à 290 mètres en bout de pale. C'est à peu près les machines qui existent ou qui vont arriver dans les années à venir
Et puisque maintenant l'industriel à qui sera attribué ce projet a la possibilité de faire évoluer via ce qu'on appelle un permis enveloppe son autorisation initiale pour s'adapter à la meilleure technologie disponible sur le marché, et on verra au moment ce qui sera disponible ou pas sur le marché en termes de turbines. Le calendrier, donc 2022, on est en concertation initiale. On mène actuellement toutes nos études sur la zone, études environnementales, études techniques. On est dans le dialogue concurrentiel. Le candidat pour le premier projet sera choisi à la fin de l'année. Pour le projet dont on parle ce soir, on peut penser 2023, début 2024. Et les demandes d'autorisation arriveront plutôt 2024-2026, plutôt 2026. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les travaux pour arriver à une mise en service en 2031. Voilà. Merci. Donc, on salue la présence de Monsieur le maire qui est arrivé. Donc, on a été obligé de commencer parce qu'on était en visio avec les gens qui s'impatientaient. Donc, on va passer la parole à Monsieur Pourchet qui va nous présenter de manière globale, en fait, les enjeux socio-économiques de ces activités, à la fois au niveau national et pour la Normandie. Et ensuite, on passera à des questions et des réponses. Bonsoir à tous. Donc, j'interviens au titre de l'Observatoire des énergies de la mer. Je vais vous présenter un petit peu qui on est et comment on fonctionne et notre méthodologie. Et puis ensuite, vous présenter les résultats de nos études sur les retombées économiques d'une filière qui est nouvelle en France, mais qui existe déjà dans d'autres pays depuis quelques années. Alors, il faut que je vise. Ah ben, c'est ça. Donc, l'Observatoire des énergies de la mer, c'est une initiative du cluster maritime français, donc, qui regroupe un certain nombre de filières de l'économie bleue, de ce qu'on appelle l'économie bleue, et qui, avec d'autres partenaires, le syndicat des énergies renouvelables, FEE, ou le groupement des industries des constructions navales, a choisi de montrer l'impact de la filière au niveau économique en France. Maintenant, cette initiative est soutenue par l'ADEME depuis 2 ans parce que nos résultats leur ont semblé suffisamment fiables pour les reprendre dans leurs études. Je vais vous expliquer comment on fonctionne. Donc, les principales organisations et acteurs de la filière sont associés. On établit chaque année un rapport à partir d'un questionnaire auprès des acteurs, donc qui fait la photographie au 31 décembre de chaque année de la filière française. Et on en tire aussi une synthèse. J'en ai mis quelques-unes à l'entrée sous forme papier. Mais vous verrez que l'ensemble de nos données sont publiques sur un site internet et en libre accès pour tout le monde. Donc vous pourrez vous y reporter. C'est l'objectif aussi de la diffusion de ces données. Donc on a une enquête statistique auprès des acteurs qu'on a regroupés en 4 catégories. Les développeurs de projets énergéticiens, la filière industrielle de construction, d'installation, de production, de maintenance, tout ce qui est recherche publique, les organismes de recherche, de développement et d'innovation, et puis une 4e catégorie qui regroupe les acteurs portuaires et puis un certain nombre d'acteurs institutionnels, notamment du développement économique. Vous voyez nos documents, ça fait 5 ans qu'on réalise ces données. Donc je vous disais tout à l'heure, on fait une photographie au 31 décembre. On commence à avoir un petit film, vous verrez, on a des courbes qui nous donnent une évolution aussi sur plusieurs années. Et puis on travaille aussi sur des focus thématiques. Alors les focus peuvent être régionaux sur des territoires donnés qui ont besoin de regarder un petit peu ce qui se passe sur une région, par exemple. On a travaillé en Occitanie, on a travaillé avec la Bretagne, etc. Vous avez quelques exemples là. Et on diffuse ensuite les résultats. Donc, comme je le disais, toutes les données sont publiques. L'idée, c'est que tout le monde puisse s'en saisir. Que c'est neutre. C'est autant pour les opposants que pour les gens qui y sont favorables. Donc, on va présenter les résultats auprès des acteurs du monde maritime, que ce soit des députés à l'Assemblée nationale, notamment dans un groupe qui s'appelle Team Maritime, des ONG environnementales, la Commission nationale des pêches et des élevages marins, des syndicats professionnels, etc. Enfin, les acteurs principaux de la filière qui souhaitent aussi avoir cette présentation-là.
On va aussi sur des salons professionnels et à l'occasion d'un certain nombre d'initiatives. Ça peut être un salon professionnel comme Synergie qui a lieu tous les ans, qui aura lieu d'ailleurs au Havre cette année au mois de juin, comme devant des instituts de formation comme l'Institut de soudure pour présenter aussi les opportunités en termes de formation et d'emploi. Et puis enfin, on est là pour ça aujourd'hui. À l'occasion des débats avec les citoyens, on vient aussi présenter le résultat de nos travaux. Alors, s'il y a des questions évidemment sur la méthode, on pourra y revenir après, comme ça a été dit. J'essaye de tenir dans les 15 minutes. Je vais vous présenter les résultats du dernier rapport de l'Observatoire, donc celui de 2021, puisque on est actuellement en train de récolter les données du 31 décembre 2021 et vous aurez au Havre la primeur du rapport 2022. De quoi parle-t-on dans les énergies de la mer? Alors, ce soir, on est là, évidemment, pour parler d'éolien d'abord. C'est la filière qui est la plus mature. Hein. Ça fait 30 ans que les premiers parcs ont été installés et produisent de l'électricité en mer du Nord, même si en France, c'est encore tout à fait nouveau. C'est une filière qui a atteint un niveau qu'on appelle commercial quand elle est en éolien posé. Et puis, sur l'éolien flottant, qui est une autre sorte de fondation, on arrive à développer aujourd'hui les premiers parcs commerciaux. Il y a bien d'autres technologies qui sont aussi monitorées dans notre rapport, puisqu'on regarde ce qui se passe au niveau des énergies qu'on appelle océaniques, c'est-à-dire qui utilisent aussi les courants marins et les marées, comme l'énergie hydrolienne, ou alors les vagues avec l'énergie houlomotrice. Et puis, il y a beaucoup d'autres domaines de recherche et d'innovation qui utilisent l'énergie thermique des mers ou l'énergie osmotique, ou peut-être même demain du photovoltaïque flottant. Alors, je vais peut-être un petit peu vite. Je voulais vous montrer. Je ne sais pas si on peut parvenir en arrière. On a 4 catégories, je vous le disais tout à l'heure. Sur ces 4 catégories, merci, c'est gentil. Sur ces 4 catégories, vous voyez, on a des nombres de répondants assez importants, puisqu'on a 290 questionnaires qui sont revenus l'an passé. Donc, c'est une filière qui est nouvelle. Nous, on estime qu'il y a à peu près 500 acteurs en France dans la filière. Donc, on est vraiment au-delà de la moitié des répondants. Donc, pour une enquête statistique, c'est vraiment des résultats robustes. On n'est pas dans l'extrapolation, c'est-à-dire que les résultats que je vais vous donner là, c'est vraiment les résultats des réponses au questionnaire. On ne fait pas de règle de 3. On ne dit pas on a 60% des répondants, donc on va multiplier par 2. Ce qu'on vous présente en termes d'emploi, c'est les emplois déclarés. Donc il y a au moins ça sur le territoire. Donc dans les différentes catégories, vous voyez dans les organismes de recherche, on a une vingtaine d'organismes de recherche en France. C'est de la recherche publique, puisque la recherche privée est avec les entreprises. Une trentaine d'acteurs portuaires et institutionnels, une vingtaine de développeurs exploitants. Là, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question, parce que les énergéticiens, bon, voilà, ils sont pas non plus un nombre extensible. Et puis, surtout, on a 217 répondants qui sont dans ce qu'on appelle, nous, la chaîne de valeur, donc les prestataires et fournisseurs de la chaîne de valeur, les entreprises PME, PMI, ETI, et grandes entreprises du territoire. Donc ça, c'est important pour nous parce que ça nous permet de vérifier qu'on est représentatif de la filière. Et puis, on regarde aussi nos données, c'est-à-dire que derrière, on n'a pas de traitement systématique des données. On va aller vérifier les questionnaires, voir qu'il n'y a pas d'anomalie, vérifier s'il n'y a pas un biais, s'il n'y a pas une région qui répond plus que l'autre, etc. Donc, on essaie aussi de travailler dans cette dimension-là pour donner des chiffres fiables. Donc, les résultats de l'an passé, donc 4 chiffres peut-être qui peuvent marquer les esprits. 3 parcs commerciaux en construction. C'est la première fois en France, puisque le premier parc, celui de Saint-Nazaire, qui est le plus avancé, a commencé l'année précédente. Là, il y a 3 parcs, notamment deux en Normandie, enfin dans la Manche en tout cas, qui sont venus le rejoindre pour la phase construction. Et ça, par rapport aux années précédentes, ça a apporté vraiment un élément nouveau en termes de retombées, vous voyez les chiffres en augmentation importante, qui sont les 3 indicateurs clés, l'investissement, le chiffre d'affaires et les emplois. Donc, l'investissement, c'est l'investissement dans le développement des parcs, c'est-à-dire les études préalables, mais aussi depuis la mise en construction de Saint-Nazaire, de Fécamp et de Saint-Brieuc, c'est aussi l'investissement des développeurs pour commencer à commander les fondations, les turbines, et ça permet aux entreprises d'investir elles-mêmes dans les moyens de production ou pour les ports, dans les moyens logistiques.
Donc 1,4 milliard d'investissements l'an passé dans la filière. Donc c'est un chiffre qui est non négligeable, qui est en augmentation de 222% d'une année sur l'autre. Donc on sent bien l'arrivée des premiers parcs à construire. Cet investissement, il a une conséquence directe sur les entreprises, parce que c'est des bons de commande. Donc il y a des entreprises derrière qui vont y travailler. Ce qu'on a essayé de regarder, c'est dans quelle mesure les entreprises françaises bénéficient de ces investissements. Quelle est la retombée pour les entreprises françaises sur une filière qui existe déjà par ailleurs, je l'ai dit, dans le monde. Eh bien, c'est un chiffre qui est intéressant, puisque avec 833 millions d'euros, on se dit qu'il y a une bonne grosse partie de ces investissements qui revient aux entreprises françaises. Alors, il ne faut pas faire un calcul direct, parce que quand vous avez un investissement, c'est un bon de commande. Après, il faut produire, et après, il y a la facture, et puis après, il y a le paiement. Donc, quelquefois, c'est d'une année sur l'autre, donc on ne peut pas faire le ratio direct. Mais en tout cas, on pourra le voir sur plusieurs années. Mais là, on commence à avoir un pressentiment en se disant qu'il y a une bonne grosse moitié quand même des commandes qui bénéficient aux entreprises françaises. Donc ça, c'est important. Le deuxième chiffre qui est important dans le chiffre d'affaires, c'est que jusqu'ici, on avait un chiffre d'affaires, comme il n'y avait pas encore de construction de parcs en France, qui était uniquement porté par l'export. Et donc pour la première fois l'an passé, c'est le chiffre d'affaires national qui est majoritaire, avec 71% du chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire que l'export baisse. Il y a eu une progression encore l'année dernière de l'export. Donc ça veut dire que les entreprises... C'est clair ça. L'export de quoi, Ça veut dire que les entreprises françaises qui sont dans la chaîne de valeur, qui construisent des fondations, qui construisent des éoliennes, qui construisent des pales, qui construisent des turbines, elles vendent pour les parcs français, mais elles arrivent aussi à vendre sur des parcs qui se construisent en Allemagne, au Royaume-Uni, en Écosse et au Danemark. Et donc, il y a une compétitivité des entreprises françaises qui a été marquée ces dernières années, qui a soutenu la filière en attendant les premiers parcs français et qui continue d'ailleurs à croître. Et ça, c'est intéressant parce que le chiffre d'affaires global croît, mais celui de l'export continue à croître. Donc, c'est une filière qui est aussi capable, par sa compétitivité, d'aller adresser des marchés dans d'autres pays, notamment européens. Et le résultat de tout ça, c'est combien d'emplois derrière, puisque s'il y a du chiffre d'affaires, on peut espérer des emplois. On a monitoré, nous, l'an dernier, presque 5000 emplois dans la filière, une augmentation de 50%, 59% exactement, d'une année sur l'autre. Donc on voit bien qu'avec l'export, il y avait déjà de l'emploi. Avec les marchés français, là, on passe à une autre dimension. Et c'était important aussi de voir dans quelle mesure ces parcs apportent de l'emploi sur les régions françaises. Alors je vous le disais, ça fait 5 ans qu'on réalise l'observatoire. Vous voyez ces courbes. On voit bien qu'au niveau des emplois, alors c'est le début d'une filière, donc il y a peut-être un peu de dents de scie sur les premières années, mais là on est parti quand même sur une phase de croissance. Hein, c'est les bâtons bleu foncé. Au niveau de l'investissement, là aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus régulier et qui a aujourd'hui une dimension nouvelle avec une forte croissance. Et puis le chiffre d'affaires, lui aussi. Ce qui est peut-être à remarquer, c'est cette petite baisse du chiffre d'affaires en 2019 et puis les emplois en 2018. On s'aperçoit dans la filière que dès qu'il y a un trou dans le carnet de commandes, qui peut être dû à plusieurs choses. 2018-2019, c'était le moment où il y a eu une renégociation des premiers appels d'offres français. Et il y a eu un certain nombre aussi de recours qui ont pris un peu de temps au niveau notamment du Conseil d'État. Tout de suite, pour une filière nouvelle, ça fait une baisse d'activité et tout de suite, on perd des emplois, on perd du chiffre d'affaires. En revanche, dès que les parcs reviennent et se mettent en construction, tout de suite, il y a de nouveau une forte croissance. Donc c'est important aussi en termes de politique publique de se dire que une continuité, une régularité, une visibilité pour la filière, c'est vraiment important. Je ne sais pas comment j'avance dans le temps, mais je ne vais pas vous faire un détail trop précis, mais on pourra revenir sur le tableau catégorie par catégorie. Ce qu'on peut retenir peut-être, c'est que le chiffre d'affaires, il est réalisé principalement dans la chaîne de valeur. Donc c'est bien les entreprises qui produisent qui bénéficient du chiffre d'affaires. Vous voyez, 806 millions d'euros sur 833 millions au total. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffre d'affaires, par exemple, ou très peu, pour les développeurs exploitants, parce que les premiers parcs français ne sont pas encore branchés sur le réseau, et pour cause, ils sont en train d'être construits. Mais dans les années à venir, il y aura aussi une partie de chiffre d'affaires qui viendra là. En revanche, l'investissement, lui, il est porté plutôt par les développeurs exploitants, parce que c'est eux qui sortent, si j'ose dire, le carnet de chèques et qui commencent à prendre les commandes des turbines et qui demandent la construction
la construction des parcs. Mais on voit bien qu'il y a de l'investissement également dans la chaîne de valeur. 153 millions d'euros, c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui investissent dans des capacités de construction. Vous avez un exemple particulier ici à Cherbourg avec l'usine de Pal et les Mouines. Bon, c'est un investissement industriel. Je vous ai mis une photo sur Saint-Nazaire. C'était la première entreprise, la première usine en France qui fabrique donc des turbines pour General Electric. Donc, c'est des investissements qui sont assez considérables. Et puis, troisième investisseur, c'est dans la catégorie des institutionnels, des investissements notamment portuaires. Il y a des gros investissements portuaires. Vous avez entendu parler de Brest. Il y a plus de 200 millions d'euros. En Méditerranée, il y a Port-la-Nouvelle, etc. Donc, il y a beaucoup d'investissements portuaires pour préparer justement ces chantiers, pour avoir une capacité logistique qui soit adaptée aux besoins. Quelques petits enseignements aussi dans notre analyse par type d'entreprise, parce qu'on pourrait se dire, tout ça, oui, d'accord, mais quelles entreprises bénéficient? On voit bien, par définition, les grandes entreprises ont plus d'emplois que les autres, mais ce n'est pas que les grandes entreprises. Ça veut dire que c'est aussi une filière qui se structure de façon industrielle, avec des entreprises de taille intermédiaire, avec des PME, et même dans une certaine mesure avec des petites entreprises. Donc ça veut dire qu'on a une filière complète, et c'est intéressant par rapport à d'autres filières industrielles de voir que c'est l'ensemble des acteurs, et on parlera tout à l'heure certainement de PME avec les clusters français qui sont organisés, qui organisent la structuration de ces filières, mais c'est important aussi pour nous de le vérifier dans les chiffres. On regarde aussi la répartition des projets et des emplois au niveau territorial. Donc vous voyez que ces 5000 emplois, ils viennent d'un peu toutes les régions, y compris des régions d'ailleurs qui ne sont pas littorales. C'est parfois un peu surprenant, mais c'est la réalité, parce qu'il y a des capacités, des savoir-faire industriels qui se trouvent un petit peu partout. Mais les régions, en tout cas, qui bénéficient le plus des retombées en termes d'emploi, vous voyez, là, c'est les Pays de la Loire, c'est les régions qui sont liées à des projets de parcs industriels. Le premier parc français, c'est celui de Saint-Nazaire qui est en cours de construction. Là, il y a à peu près la moitié des fondations, je crois, qui ont été posées, si ma mémoire est bonne. Donc, on est bien avancé. Bon, voilà, c'est la première région en termes d'emploi. La deuxième région, c'est la Normandie, c'est ici, avec des chiffres, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont en forte hausse récemment, avec la mise en construction, justement, de ces parcs et dans les autres régions, on a des profils industriels différents. En Normandie, en Pays de la Loire, vous avez des grosses implantations d'industriels de grandes entreprises. En Bretagne, on va avoir un profil plutôt de PME, PMI, d'entreprises qui sont dans la construction navale et qui sont en diversification vers des activités autour de l'éolien en mer. Sur les Hauts-de-France, vous avez par exemple une entreprise qui historiquement fabrique de la tôle forte pour construire des mâts d'éoliennes notamment, et qui travaille sur ce marché depuis de très nombreuses années et qui est réputé à l'international. Autour de la Méditerranée, les régions aujourd'hui, même si elles ont un peu moins d'emplois, elles sont tournées vers l'éolien flottant, donc une technologie qui arrive seulement au stade des parcs commerciaux, et donc elles se structurent autour de filières un peu nouvelles sur la thématique des flotteurs notamment. On pourra revenir sur cette carte si vous avez des questions tout à l'heure. Donc je voulais faire un petit focus sur la Normandie avec des photos de vos entreprises bien connues qui sont en train de produire pour ici à Cherbourg, parce que je crois qu'on arrive déjà à plusieurs centaines d'emplois, plus de 730 emplois, je crois, aujourd'hui sur LM Wind, et puis l'usine du Havre pour Siemens Gamesa Renouvelable, qui fabriqua et des turbines et des pales, qui est en cours de construction et qui devrait commencer son activité. Donc, avec 1000 emplois, vous voyez, sur 5000, c'est pas négligeable. La région Normandie tire bien son épingle du jeu. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ce nombre d'emplois, il a doublé d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'en Normandie, vous êtes vraiment dans la phase de croissance qui va avec la construction des parcs, avec les implantations de grands acteurs industriels. Donc sur un trend plutôt favorable. Et au niveau des régions françaises, donc la deuxième pour l'emploi, je l'ai déjà dit, par rapport à la région Pays de la Loire, mais c'est aussi la deuxième pour l'investissement, avec le nombre de parcs qui a été attribué, qui sont en cours de développement et qui nécessitent des investissements forts.
plus les investissements industriels dont on vient de parler. Et puis c'est la troisième région pour le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire aussi que la retombée territoriale pour les entreprises est importante. Et puis quand on regarde en haut à droite le positionnement des entreprises sur la chaîne de valeur, finalement c'est assez diversifié, même s'il n'y a pas eu d'entreprise sur les questions spécifiques de recherche d'entreprises privées, mais sur les autres segments de la chaîne de valeur, les études préalables, la fabrication, l'assemblage, la maintenance, etc. Vous avez des entreprises qui se sont positionnées. Donc une chaîne de valeur qui est assez diverse et qui est intéressante à regarder. Pas de spécificité particulière de la région. On pourra revenir aussi sur les autres graphiques si vous voulez. On va conclure là, peut-être. D'accord. Juste pour vous dire une dernière, et puis après je me tais, promis, pour vous dire que les entreprises de la filière, faut pas s'imaginer, parce que c'est une filière nouvelle, que c'est des entreprises purement EMR. En fait, dans notre questionnaire au niveau national, il y a moins d'une entreprise sur 10 qui est purement dédiée aux énergies marines renouvelables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 9 sur 10, c'est des entreprises qui sont d'autres filières, avec d'autres métiers, qui sont utilisés parce que les savoir-faire, on en a besoin. C'est des soudeurs, c'est des peintres, c'est des entreprises qui viennent de la construction navale notamment. Hein, l'économie bleue, c'est 43% des entreprises, le oil and gas, les travaux maritimes et portuaires, etc. Mais aussi d'autres secteurs de l'énergie ou autres. Voilà, je crois que j'avais terminé ma présentation. On aurait pu, si vous avez des questions, on peut parler des autres technologies, notamment l'hydrolien, puisque ici en Normandie, il y a beaucoup de choses. Et puis sur l'avenir, avec des entreprises qui sont plutôt confiantes dans l'avenir. Juste pour vous dire que vous pouvez retrouver tous les résultats sur le site Internet. Toutes les données sont en ligne, disponibles et critiquables. Voilà. Okay. Merci Monsieur pour votre attention. Merci. Donc on va passer, si vous voulez, à une première série d'interventions, de questions... à la fois sur le projet et puis sur cette question des retombées socio-économiques des énergies. Il y a peut-être des questions, il y aura peut-être des questions en ligne, pas pour l'instant. Qui veut prendre la parole, étant donné que la règle c'est que vous parlez dans le micro, vous vous présentez. Est-ce qu'il y a des interventions à ce niveau-là dans cette première partie? Non. La deuxième partie, on aura une partie plus précise sur la Normandie, et donc avec Normandie Énergie, et puis Normandie Maritime, pardon, et l'exemple précis d'une entreprise qui s'est développée dans ce domaine-là. Donc on aura quelque chose de plus concret, plus précis. Donc, madame, allez-y. Vous vous présentez et vous parlez dans le micro. Bonsoir, Véronique Leroux du GRAP, Groupement Régional d'Associations de Protection de l'Environnement. Je voulais juste revenir sur le 1 million de foyers alimentés par les éoliennes. Je trouve que là, vous entretenez un peu la confusion entre l'électricité domestique et la consommation totale. On voit dans les journaux ces chiffres de population que les éoliennes vont alimenter, donc c'est le cas d'1 million de foyers, mais il ne s'agit que de l'électricité domestique qui n'est qu'un 16e environ, un 12e au maximum de l'énergie totale. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Est-ce que vous voulez préciser ça, Damien Lavaleur? Il faut vous présenter, Arnaud Forgard. Arnaud Forgard de la DREL Normandie. Aujourd'hui, la consommation électrique, ça représente 25% de la consommation d'énergie en France. Et du coup, dans le secteur du bâtiment, ça reste une des principales énergies qui est consommée. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit que 1/16e de l'énergie consommée. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Monsieur le maire. Oui, bonsoir. D'abord, merci de l'organisation de ces réunions. Pas une question, mais peut-être vous parler un peu de ce qui se passe ici à Cherbourg-en-Cotentin et dans le Cotentin, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on travaille collectivement, et j'associe mes prédécesseurs à développer cette question du mix énergétique, principalement du mix électrique. On est ici sur un territoire où on connaît bien le nucléaire et la volonté qui a été celle des élus. Et moi, je me suis inscrit dans cette démarche, à la fois comme maire et comme vice-président de l'agglomération en charge du développement économique,
L'objectif, c'était de venir développer ce mix entre des énergies les unes par rapport aux autres sans les opposer. Et aujourd'hui, le Cotentin, et les chiffres que vous évoquez ont tendance à le confirmer, on est, je crois, devenu ce qu'on appelle le démonstrateur du mix énergétique français, du nucléaire jusqu'aux EMR, en passant bien sûr par l'hydrogène sur lequel on travaille. Sur les énergies marines renouvelables, vous avez abordé très rapidement sur l'un des slides l'hydrolien. Alors l'hydrolien, on a connu ici un échec, mais on espère bien un jour voir des hydroliennes dans le raz Blanchard. C'est un autre sujet. Et sur l'éolien offshore, il y a effectivement les usines qui se sont montées ici. Il y a eu 39 hectares qui ont été gagnés sur la mer. Une usine, LM Wind Power, avec 500 salariés, bientôt 800. On fabrique ici les plus grandes pales d'éoliennes au monde, les pales de 107 mètres, comme vous le savez, qui équipent l'Aliad X. Et puis aujourd'hui, les terre-pleins sont complètement occupés par la construction des champs normands que vous avez évoqués. Effectivement, 2 autres parcs sont complémentaires. Moi, je voulais simplement confirmer l'intérêt pour le territoire, d'abord de se positionner sur cette question de mix énergétique, de ne pas opposer les énergies les unes aux autres, mais de travailler leur complémentarité pour tout un tas de sujets. D'abord parce que c'est aussi une question d'indépendance du pays, et on voit à quel point aujourd'hui ça va devenir un vrai sujet avec ce qui est malheureusement en train de se passer, ce qui me permet de saluer nos amis ukrainiens. Et ces sujets sont aussi importants en termes de positionnement, d'image et de création d'emplois, comme je l'ai évoqué. Par contre, et on en a souvent débattu, il faut aussi qu'on fasse attention sur les questions d'acceptabilité, de capacité à expliquer, et puis de permettre, je le redis ici, à l'ensemble de celles et ceux qui vivent ici de pouvoir continuer à vivre de leur travail. Je pense notamment à la pêche. C'est un autre sujet, ça a été abordé dans d'autres réunions, mais je le rappelle, on souhaite, nous, à la fois développer nos usines ici, les parcs au large du Cotentin, parce que c'est une bonne chose, je crois, mais en même temps, je voudrais quand même rappeler ici qu'on souhaite que nos amis pêcheurs puissent pêcher dans les parcs. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire publiquement, et je sais que c'est des sujets qui sont analysés. Voilà ce que je voulais simplement vous dire, confirmer l'intérêt pour le pays, je crois, pour le Cotentin, et pour la ville de Cherbourg en Cotentin, de développer l'ensemble de ces dossiers, et puis vous souhaiter aux uns et aux autres la bienvenue ici, dans cette salle que l'on a mis à votre disposition, comme on le fait à chaque fois qu'on nous demande de prêter une salle. Ça me paraît être la moindre des choses, d'autant plus lorsque c'est pour organiser des soirées qui permettent à tout à chacun de s'exprimer librement. Voilà, merci à vous. Merci, monsieur le maire. J'avais justement une question. On a parlé d'hydrogène. Est-ce que l'hydrogène et le développement de la filière hydrogène est compris dans les chiffres? Et une deuxième question, on a beaucoup eu les représentants des RTE aussi qui ont parlé des raccordements. Est-ce que les raccordements, ça fait partie des investissements que vous avez évoqués? Alors, non, à la première question, on ne monitore pas du tout la filière hydrogène. C'est vraiment la production d'énergie électrique à partir de la mer, les énergies marines renouvelables que l'on monitore. Sur la deuxième question, oui, le raccordement est compris dedans, hein, parce que c'est aussi un investissement important. C'est aussi une chaîne de valeur des acteurs industriels sur le territoire. C'est aussi sur le territoire maritime et sur le littoral. Donc, il y a aussi du travail pour des entreprises et du chiffre d'affaires important. Hein. C'est une part non négligeable du coût d'un parc, le raccordement. Allez, une question. Je suis désolée, mais il faut vraiment garder le masque. C'est la règle. Voilà. Catherine Boutin, du collectif Pulse pour un littoral sans éolienne. Moi, ça fait 17 ans que je me bats contre les projets éoliens en mer. Je suis native de la région du Tréport et on connaît très bien le sujet là-bas. Et les élus, comme les pêcheurs, comme les riverains, se battent depuis 17 ans contre ces projets. Voilà, ma question particulièrement sur ce sujet, c'est qu'on a aménagé des ports, apparemment, en Normandie, et pas que, pour installer tout le matériel qu'il va falloir installer, qui est très, très volumineux. Ce sont des gros investissements, comme vous l'avez dit, monsieur.
Mais par contre, j'aimerais savoir qui paye cet investissement d'aménagement des ports. Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est les subventions européennes? Ou est-ce que ce sont les promoteurs? Combien ça nous a coûté par port? Ça serait tout à fait intéressant d'avoir cette information. Ça, je pense que le débat public doit pouvoir nous le donner en détail. Ce que nous ont coûté l'aménagement des ports, du Havre, de Cherbourg et d'ailleurs, hein, Saint-Nazaire et autres. Les aménagements des ports pour la maintenance, ça fait quand? Ouistreham et ailleurs. Voilà. Quel est le coût de l'ardoise et qui paie quoi? Combien, voilà. Et quelle est la part des investisseurs, qui sont tous étrangers, entre parenthèses. Alors, Damien Levallois, si on n'a pas les réponses précises à chacune des questions, on pourra toujours revenir par écrit. Je pense que je n'aurai pas toutes les réponses, mais je vais me faire aider. Donc, alors, sur l'aménagement des ports, vous avez abordé d'abord ceux où on met des terre-pleins en mer, donc où on aménage en tout cas des surfaces pour pouvoir développer les activités. Alors, on le fait sur d'autres activités également. On ne le fait pas que sur l'éolien en mer ou les énergies renouvelables. Lorsque Le Havre aménage sa surface pour accueillir une nouvelle activité, elle l'a déjà faite à d'autres occasions pour d'autres activités. Par exemple, Port 2000 sur l'accueil de conteneurs. Donc c'est une dynamique classique. C'est une dynamique classique d'accueil d'activités sur une surface portuaire. Donc sur Le Havre, l'État et les collectivités ont dû investir 148 millions d'euros. Sur Brest, vous avez abordé tout à l'heure 200 millions d'euros. Et sur Cherbourg, monsieur le maire, je ne sais plus, c'est... D'accord. Et après, vous avez abordé je vais finir sur ce schéma-là. Toute filière industrielle qui se développe a besoin d'accompagnement public au départ pour se lancer dans le but de créer des emplois. Toute filière économique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord la puissance publique qui fait démarrer une filière pour qu'elle se mette en place et que les emplois démarrent. Et comme l'a dit monsieur, qu'elle devienne mature et qu'après elle s'auto-alimente. Mais c'est toujours comme ça que c'est fait sur toutes les filières économiques. Ça fonctionne comme ça. Vous avez parlé des ports de maintenance. Alors, vous avez cité l'exemple de Ouistreham. Ouistreham, port de Normandie, ce nouvel entrant dans ce port de Ouistreham a permis d'engager les travaux qui étaient attendus depuis de longues années. Je parle de l'embectage, la débarque à quai des pêcheurs qui était pas sécurisée. C'est vraiment ce nouvel entrant dans ce schéma industriel du port qui a permis justement de se lancer dans les travaux, puisque sinon il n'aurait pas été lancé. Et puis après, écoutez, monsieur le maire, je vais vous laisser. J'en profite pour dire que en ligne, on nous précise que le terre-plein de Cherbourg, vous allez peut-être nous le confirmer, est occupé pour la construction du parc de Saint-Brieuc. Il y a peut-être une nuance là-dessus. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs terre-pleins de Cherbourg. Ils sont utilisés aujourd'hui, y compris pour le hub de Fécamp, etc. Les terre-pleins sont pleins. Pour répondre précisément à madame en toute transparence, pour le Cherbourg en Cotentin, 39 hectares ont été gagnés sur la mer pour 100 millions d'euros. Ça a été financé par le propriétaire, Port de Normandie, qui est constitué, qui appartient à plusieurs collectivités, comme vous le savez. Par contre, au final, c'est les industriels qui payent, puisque les terre-pleins ils sont loués. Les industriels qui occupent les terre-pleins payent un loyer, une redevance d'occupation de domaine public. Donc c'est des investissements publics qui ensuite sont remboursés par l'activité industrielle économique. Mais ce qui a été fait pour l'éolien, en tout cas à Cherbourg avec ces terre-pleins, aurait pu être fait pour d'autres activités. C'est aussi comme ça que fonctionnent les ports, quelles que soient les activités. Donc il y a des investissements du propriétaire qui est composé dans son capital par les collectivités, et ensuite c'est loué aux industriels et on négocie en permanence les tarifs pour que les opérations et les investissements s'autofinancent à un moment donné. Donc c'est pas gratuit. Aujourd'hui, quand un industriel occupe les terre-pleins à Cherbourg en Cotentin, il paye une occupation. Mais je voudrais aussi vous dire que moi qui connais bien ce territoire où je suis né, ça fait plaisir de voir de l'activité dans le port et sur les terre-pleins.
puisque moi, je me souviens enfant, on nous expliquait qu'à Cherbourg-en-Cotentin, on avait un des plus beaux ports du monde, la plus grande rade artificielle, un port où on pouvait rentrer 24 heures sur 24, mais il n'y avait pas une activité folle. Aujourd'hui, on a effectivement un des plus beaux ports du monde. Ça, c'est le côté chauvin du maire, vous m'en excuserez. Mais on a aussi un port qui a retrouvé une activité au service de son développement et de l'emploi. Aujourd'hui, il y a une activité sur les terre-pleins. En plus, je trouve ça intéressant que ça soit fait pour développer des énergies renouvelables. Et puis, il y a, vous le savez, l'explosion du trafic transmanche, etc., etc. Bon, c'est un des seuls effets positifs du Brexit. Mais c'est agréable de voir un port qui retrouve une activité. Mais c'est toujours le paradoxe. C'est que quand il n'y a rien, on vous reproche qu'il n'y a rien. Quand il y a des activités, il y a trop d'activités par moment. Mais en tout cas, pour vous répondre précisément, ce n'est pas le contribuable qui paye. Les collectivités qui composent Port de Normandie investissent, quelle que soit l'activité, hein, encore faut-il croire au projet. Et ensuite, les terrains sont loués aux occupants, aux industriels qui payent un loyer, une redevance. C'est pas différent de ce qui est fait dans d'autres activités, dans d'autres systèmes. Merci, monsieur le maire, de ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il n'y en avait pas en ligne non plus. Si vous voulez, on va passer à la deuxième partie avec deux interventions qui seront encore plus précises. Donc, Madame Lefrançois, et vous montez tous les deux. Alors, vous avez la place. Et Monsieur Akbar. Donc, Madame Lefrançois, vous allez nous présenter déjà l'association Normandie Maritime, ses activités. Voilà. Parlez dans le micro. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, je suis Delphine Lefrançois, je suis la déléguée générale d'un cluster, d'une filière régionale d'entreprises qui fédère l'ensemble des entreprises qui travaillent, qui œuvrent dans l'économie maritime et fluviale en Normandie. Alors, assez rapidement, pour aller plus dans le sujet, on est la 4e région maritime en France au niveau de la Normandie. On a à peu près 160 entreprises qui œuvrent déjà dans le secteur des énergies marines renouvelables avec 36 structures de recherche et de développement. On a également 34 ports. Alors là, je vous parle de tous les ports, hein, que ce soit le commerce de plaisance. Premier gisement, et ça, on l'a vu précédemment avec la présentation d'Étienne Pourchet sur le gisement des EMR en France. On a effectivement un gros potentiel, un potentiel également, et Monsieur le maire en a parlé, sur l'hydrolien. Et tous ces sujets, écoutez, ça représente à peu près 63 000 emplois directs et indirects dans le domaine du maritime en Normandie. Alors nous, on a été créé à l'initiative de la région Normandie qui a souhaité mettre en avant un certain nombre de filières d'excellence en 2018. Il s'avère qu'il n'y avait rien, en tout cas il y avait des clusters locaux, mais pas de clusters régionaux qui pouvaient fédérer, emmener les entreprises et leur permettre d'avoir de la visibilité sur leur savoir-faire. Donc nous avons été créés en 2018 avec le soutien de la région Normandie. Et les axes sur lesquels on travaille en priorité concernent la construction, la réparation et la maintenance navale et nautique, les services et les travaux maritimes, et enfin la plaisance. Aujourd'hui, nous avons à peu près un petit peu plus maintenant, 140 adhérents au niveau de notre filière, principalement, comme vous pouvez le voir, 75% principalement donc des ETI, TPE et PME. On a également des collectivités, dont celles qui nous accueillent aujourd'hui, qui nous soutiennent, les ports évidemment. On a quelques sponsors et un petit peu également de centres de recherche et de formation. J'ai été trop vite. Notre objectif, nos ambitions pour
triennale 2020-2022, c'est effectivement prioritairement de pouvoir accompagner la performance de nos entreprises, attirer nos talents, les fidéliser, développer le business de nos adhérents, les mettre en avant à travers une promotion et de la communication, et enfin les accompagner à l'export et à l'international. La chance que nous avons au niveau de ce territoire, c'est qu'on a des infrastructures aujourd'hui qui sont adaptées. Je ne vais pas revenir dans les détails puisqu'on en a parlé un petit peu précédemment, mais que ce soit au Havre ou Cherbourg, encore Caen-Ouistreham, Dieppe et Fécamp, on a un certain nombre d'infrastructures et d'industriels de logistique qui sont également positionnés autour de ces ports qui accueillent les activités de développement des énergies marines renouvelables. On a également un réseau électrique de grande capacité, donc tout ça nous permet effectivement de pouvoir aller sur le développement des énergies marines renouvelables. On a, et ça a déjà été cité, donc LM Wind ici à Cherbourg qui produit des pales, et également Siemens Gamesa au Havre. Et voilà, j'ai été trop vite. Donc, on a travaillé en étroite collaboration avec d'autres clusters de régions littorales qui sont concernées pour l'instant aussi par le développement des parcs, que ce soit du parc posé ou flottant. Donc l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et enfin l'Occitanie. Donc nous sommes tous les 5 des clusters d'entreprises qui avons une stratégie, ou en tout cas une envie commune, partagée, de pouvoir accompagner nos entreprises pour avoir des retombées positives sur nos territoires dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables. Donc on a vu avec le parc de Saint-Nazaire, on le voit également avec ce qui s'est en train de se passer à Fécamp, à Courseulles. On a déjà des retombées économiques, et ça a été expliqué d'ailleurs précédemment par Étienne Pourchet sur la création d'emplois, sur le chiffre d'affaires. Donc on voit bien qu'il y a déjà des retombées très positives sur nos territoires, en termes d'outils industriels, en termes de développement d'infrastructures portuaires, d'investissement et de création d'emplois. Alors effectivement, au niveau des créations d'emplois, j'ai repris les 5000 que nous avons dans l'Observatoire pour vraiment mettre en avant au niveau de la filière industrielle française. Ça nous suffit pas. Nous, en tant que représentants des entreprises, nous on veut véritablement que il faut aller plus loin. On souhaite véritablement que les candidats s'engagent à nos côtés pour qu'on puisse véritablement avoir encore plus de retombées économiques sur notre territoire. Ça nous semble être absolument un enjeu stratégique pour pouvoir créer de l'emploi, créer des formations, attirer des jeunes, et puis surtout permettre aussi d'acceptabilité. C'est un enjeu fort d'acceptabilité, qu'à partir du moment où on aura vraiment une création d'emplois sur nos territoires, on pourra aussi accompagner aussi les citoyens à comprendre et à soutenir ces projets. Donc, on a travaillé tous ensemble sur une charte d'engagement qui reprend un certain nombre de points sur lesquels il nous a semblé important de travailler en partenariat avec les candidats, avec le syndicat des énergies marines renouvelables et avec la FE, pour trouver des points de ralliement et de pouvoir permettre une structuration partagée, collective, une structuration régionale de la filière industrielle française. Donc cette charte a été présentée à l'ensemble des 6 candidats qui se sont positionnés sur l'AO4, ainsi que l'AO5, mais on n'en parle pas pour ce soir, mais sur l'AO4, et tous les candidats ont signé cette charte d'engagement, donc ce qui pour nous est vraiment, on est vraiment très très fiers de ce travail, et on va continuer à travailler aux côtés des candidats pour permettre le ruissellement économique sur notre territoire.
Donc on la mettra en ligne, je pense, sur le site, ce qu'elle n'y est pas encore, je crois. Donc avec la réunion et puis aussi dans les documents généraux sur le projet. Très bien. Donc, encore une fois, on a des attentes fortes en matière de retombées économiques, puisque c'est vraiment des engagements pour pouvoir structurer une filière industrielle française et l'acceptabilité locale. Et ce que l'on souhaite au niveau des clusters, c'est de pouvoir voir des critères forts important de contenu local dans le cahier des charges que porte l'État, avec un taux de recours des TPE, PME et ETI locales. De pouvoir aussi travailler bien en anticipation sur les marchés à venir, de façon à ce que nos entreprises soient en capacité de se préparer, d'anticiper, de pouvoir investir et de recruter. D'intensifier, de développer également des passerelles avec d'autres entreprises, enfin d'autres secteurs d'activité. On l'a dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne font pas que des EMR, et loin s'en faut. Il y a des passerelles aussi, des relais de croissance à trouver pour accompagner les entreprises à se diversifier. Et puis mobiliser les installations portuaires et industrielles sur les projets à l'étranger, encore plus qu'elles ne le sont jusqu'à présent. Donc ça a un petit peu dérapé au niveau de la présentation. Donc voilà, nous, ce qu'on veut véritablement, c'est de pouvoir pérenniser l'emploi sur nos territoires et d'accompagner les entreprises à pouvoir grandir, se diversifier et continuer à investir.